Générale.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec cette question ce matin. Pour notre débat Info-Vérité, le gouvernement gère-t-il bien cette canicule, Véronique Jacquier? Eh bien, du côté des auditeurs, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est non à 64%. Je vous donne des commentaires. Marcel nous dit non, ils n'en font pas du tout assez. Surtout, ils refusent de prendre de vraies mesures de contrainte pour ne pas froisser les automobilistes. Il suffit de voir le nombre de voitures qui ne baissent pas malgré les restrictions de circulation. On va aborder ce thème de la circulation parce que aujourd'hui le Grand Paris a mis en place l'interdiction de circuler pour les vieux diesel et ça fait grincer des dents du côté des artisans. Jean-François Vigier, qui est maire UDI de Bure-sur-Yvette et qui est avec nous, nous en parlera dans une poignée de secondes. Bonjour. Bonjour. Et puis parmi les commentaires, encore celui de Razienne qui nous dit c'est que de la com, le gouverner c'est prévoir. Pour être efficace, il faudrait mettre en plus de moyens dans les EHPAD, dans les infrastructures, bien sûr en ce qui concerne les écoles, dans les infrastructures pour les transports en commun. Rappelons à ce sujet que les personnels des EHPAD manifestent aujourd'hui partout en France pour obtenir 40 000 places supplémentaires, 40 000 emplois supplémentaires évidemment, pour prendre soin des personnes âgées. Et ça fait quand même des années qu'ils ont cette demande. On verra si le gouvernement les écoute. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors pour en parler, Sandra Régol, qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Et puis il y a aussi avec nous Patrick Pelot, le président de l'Association des médecins urgentistes de France, qui, rappelons-le, était le premier à tirer le signal d'alarme en 2003. Le premier à dire au secours, c'est un scandale, il y a des milliers de morts en France. Et à l'époque, tout le monde s'en foutait. Maintenant, évidemment, absolument. On a pris des mesures quand même. Véronique, on va lui poser directement la question puisqu'il est avec nous. Bonjour Patrick Pelot. Bonjour. Est-ce que vous estimez justement que le gouvernement gère bien cette canicule? Alors, la réponse est en deux temps, en fait. Le premier temps, c'est tout ce qui a été fait en termes de prévention, et ça, on n'avait pas ça du tout en 2003, c'est-à-dire qu'on a eu une mobilisation de tous les ministres, même une prise de parole du chef de l'État, il y a eu une mobilisation à travers les médias, etc. Donc il y a eu une très forte communication. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important, de manière à ce que la population soit informée des risques. Avoir 0 victime pour une canicule, ça me paraît impossible. Preuve en est, il y a eu des victimes dans le monde du travail et chez des sportifs. Et puis, il faudra attendre les résultats, mais a priori, je pense qu'il va y avoir aux environs de 10% de mortalité en plus, ce qui est, hélas, le chiffre normal d'une canicule. Mais maintenant, là où ça pêche et là où les auditeurs ont raison, c'est qu'en fait, on n'a pas anticipé suffisamment le truc depuis 2003. C'est-à-dire, il aurait fallu aller beaucoup plus loin sur la transition écologique. Le tout climatisation est à mon avis, une grande ânerie, parce que on entraîne une surconsommation énergétique considérable, alors que d'avoir une réflexion sur le bâti de manière à avoir des immeubles qui soient avec des normes beaucoup plus écologiques, et puis avoir des arbres en plus grande quantité, parce qu'on sait très bien que quand vous mettez des arbres devant un immeuble, vous baissez la température de l'immeuble. Bref, il y a des tas de mesures comme ça. Et d'autre part, là où le gouvernement tarde, en fait, c'est bien entendu la problématique liée à ce réchauffement climatique. C'est la montée en puissance, notamment du moustique tigre et des parasitologies que l'on voyait qu'en Afrique et qui sont tout doucement, mais sûrement, en train de s'implanter en France. Il y a déjà eu des épidémies de dengue et de chikungunya qui sont en train d'y arriver en France, et ça, c'est vraiment terriblement inquiétant. Oui, ça c'est vrai. Sur le moustique, vous avez eu des alertes, vous, justement, dans les hôpitaux, Patrick Pelot? Ah oui, bien sûr, il y a eu des alertes, il y a même des mesures qui sont prises pour empêcher maintenant les moustiques d'essayer d'arriver. C'est extrêmement compliqué. L'Afrique, ça fait des millénaires qu'ils combattent les moustiques, ils n'y arrivent pas, donc on ne va pas faire de miracle en Europe occidentale pour essayer de combattre le moustique. Donc si vous voulez, tout ça, ça fait que d'un coup, il y a vraiment une urgence écologique et climatique à avoir. Et puis dernier point concernant les hôpitaux. Alors là c'est épouvantable parce qu'on manque de moyens de manière cruciale. Tous les hôpitaux sont avec des plans de retour à l'équilibre financier
et avec des crises budgétaires énormes, ce qui fait que d'un coup, vous n'avez plus assez de lits d'hospitalisation, ce qui fait que d'un coup, les gens, ils attendent au niveau des urgences. Et c'est un gros problème. Nous avons fait une pétition, on a recueilli près de 700 000 signatures pour une pétition pour améliorer les moyens dans les EHPAD il y a à peu près un an. Le Conseil économique, social et environnemental a fait un rapport extrêmement judicieux et intelligent sur la nécessité de mettre des moyens dans les EHPAD, de renforcer, etc. le personnel au chevet des personnes âgées dépendantes, et le gouvernement a fait la sourde oreille. Ouais. Donc il y a vraiment un problème absolument majeur sur l'adéquation entre les besoins et les moyens pour la population. Pour la population. Merci Patrick Pelloux d'avoir planté de nouveau en fait le décor. Vous pouvez rester avec nous évidemment par téléphone. Réaction Sandra Rigol et Jean-François Vigier. Sandra Rigol, peut-être déjà sur ce que disait Patrick Pelloux, c'est-à-dire que finalement il y a quand même une bonne gestion d'alerte en fait de la canicule, mais évidemment toutes les mesures ne sont pas prises, quoi. Mais ça c'est du plus long terme aussi, hein, non ? Oui, disons que ce qui a été retenu, c'est qu'il fallait agir à minima, donc le pansement est là, mais en fait la prévention, ce qui permet d'empêcher que ces canicules se répètent et prennent autant d'ampleur, ça ce n'est même pas envisagé. Vous voyez par exemple là au G20, hier ou avant-hier, les chefs des grandes nations très très riches, enfin en tout cas celles qui s'autoproclament comme telles, puisque la réalité économique aujourd'hui est un peu différente de celle du G20, ont déclaré qu'ils étaient d'accord, pour dire qu'ils étaient d'accord avec ce qu'ils avaient signé en 2015 pour respecter bientôt, peut-être, dans certaines conditions, l'urgence climatique et les engagements qu'ils avaient pris à l'époque. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une grande communication sur la canicule, c'est très bien, grâce à ça il y a eu peu de morts malheureusement. Il y en a quand même, et je pense notamment, il y en aura toujours, en fait, et sur les épisodes en fait, les shows, hein, donc je pense ça, notamment aux populations les plus fragiles, typiquement les ouvriers sur les chantiers dont on parle très peu et qui pourtant sont morts ou ont eu des accidents très graves. Et on fera le compte à un moment donné, mais c'est toujours comme ça. Quand il y a un incident climatique, ce sont les plus fragiles qui prennent en premier. Donc ce sont les ouvriers, ce sont les personnes âgées, ce sont les enfants, ce sont les malades. Et quand un État ne prévient pas, quand un État refuse d'agir contre le réchauffement climatique, alors qu'il sait que c'est ça la traduction, alors qu'il sait comment ça se fait, eh bien tout ceci, c'est climaticide, c'est écocidaire, c'est criminel. Oui. Jean-François Vigier, vous êtes maire de Bure-sur-Yvette, hein, donc vous êtes aussi aux premières loges, quoi, pour voir comment ils font. C'est vers vous que souvent, quand il y a des problèmes, on se retourne dans une commune, hein, les maires. Dès qu'il y a déjà on gère la vie quotidienne, les maires, donc c'est bien connu, mais dès qu'il y a un incident climatique exceptionnel, évidemment qu'aujourd'hui, il y a le principe de précaution qui s'applique pour tout le monde, et on l'a connu en 99 lors de la catastrophe, là en 2003 aussi, lors du premier épisode. Moi, je voudrais quand même dire que même si on travaille sur le climat à long terme, de toute façon, même si on réfléchit sur le bâti, comme vous l'avez dit, et qu'on plante des arbres, quand il y a un épisode caniculaire, il faut se retrousser les manches, il faut agir, parce qu'il y a des publics de toute façon qu'il faut protéger. Ces publics, Madame les a cités, il y a tous ceux qui sont exposés, qui travaillent dehors. Nous, mairie, on travaille d'abord sur les publics fragiles qui sont les anciens, nos seniors et les enfants. Les anciens, nous avons une cellule en mairie qui, pendant une semaine, a appelé tous les jours, à plusieurs reprises, tous les publics qui sont fichés comme étant fragiles, sensibles, nos anciens, pour s'assurer qu'ils allaient bien, d'abord qu'ils répondaient au téléphone, qu'ils prenaient de l'eau, qu'ils se nourrissaient, qu'il n'y avait pas de problème. On fait du portage de repas, ce qui nous permet aussi de faire une veille. Et puis il y a les écoles. Les écoles, c'est... moi, j'ai décidé de ne pas fermer les écoles. Parce que je pense qu'en 24 heures, prévenir les parents qu'on fermait l'école, c'était très compliqué. Par contre, on a donné le choix aux parents. D'autant que les parents eux-mêmes, il faut qu'ils fassent garder leurs enfants. C'est pour ça, moi sûr, j'allais me retrouver avec des parents qui portaient les enfants à la mairie en leur disant, voilà, qu'est-ce que j'en fais. Par contre, on a donné le choix aux parents. Ceux qui pouvaient, ils gardaient les enfants. Et les autres, ceux qui n'avaient pas de solution, les amenaient à l'école. Ce qui nous a permis de travailler sur 3 jours pratiquement à effectif réduit de moitié, de mettre les enfants dans les classes les moins exposées au soleil. On a acheté des ventilateurs, on a fourni de l'eau à tout le monde. Mais voyez, on a acheté des ventilateurs parce qu'il y avait un épisode exceptionnel de canicule. Et ces épisodes, ils peuvent se reproduire. Donc qu'il y ait grand froid,
qu'il y ait grande chaleur, eh bien... Ça veut dire qu'il faut faire des travaux, évidemment, pour le bâti, quoi. En plus, on est dans nos collectivités locales, on a beaucoup de bâtiments, et je pense aux bâtiments sportifs, mais aux bâtiments scolaires, qui sont des bâtiments très anciens, qui datent des années 50, 60, donc pas d'isolation, des passoires thermiques, et qu'il nous faut rénover. La rénovation d'un équipement, c'est très très cher. Je vous donne un exemple. Dans ma commune, je suis en train de rénover une école, c'est 9 millions d'euros, la rénovation. Moi, j'ai un budget d'investissement annuel d'environ 3,5 millions, 4 millions d'euros. Ah oui, donc il faut des subventions, il faut l'étaler sur plusieurs années. Donc c'est compliqué. Mais maintenant, il y a quand même des règles drastiques en matière d'isolation thermique. Enfin, on peut plus faire n'importe quoi. D'où le fait que l'investissement est sans doute plus onéreux. Mais maintenant, ça, les architectes ont intégré depuis quelques années. On ne construit plus n'importe comment et on respecte de sacrées règles pour se conformer justement à la montée des températures. Sandra Rigol. Ce qui est dramatique, c'est qu'on réinvente sans cesse le fil à couper le beurre, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent au passage. Vous voyez, on a construit massivement, vous disiez les années 60, mais des années 60 aux années 80, on a construit sciemment des passoires thermiques. On savait que ces bâtiments étaient mal isolés, en hiver, en été. On savait que les gens à l'intérieur allaient souffrir. Mais on a vendu pas cher. Parce que l'important... Oui, mais attendez, on a aussi construit parce que... Non, mais ça, c'est aussi dans les années 60, 70. Non, mais on pouvait construire bien. On pouvait construire respectueux. Non, mais on peut pas... Non, c'est un peu facile de réécrire l'histoire. On était dans une urgence où il fallait construire beaucoup de bâtiments. On n'avait pas en tête aussi ça. On voulait loger... Non, mais c'est vrai, on voulait loger en fait des gens... 50 à 70. Ce n'est pas valable dans les années 80 où il y a eu 80, un je suis d'accord. Oui, voilà, donc j'ai vraiment visé large. Ni dans les années 60 où c'était encore, je peux prendre en compte votre critique, mais pas du tout dans les années 80. Et dans les années 80, c'est pas une critique, c'est un constat, Sandra Rigol. Le pire pour du les gens bâti qui a ont été connu, construit. non mais Sandra Rigol, pour les gens qui ont connu en fait les années 60, le tout était important d'avoir un toit. Non mais c'était d'avoir un toit, c'était pas d'avoir un bâtiment. Surtout, je pense que quand on a construit toutes ces écoles, tous ces lycées, tous les collèges, d'ailleurs, c'est très drôle. Ils sont construits sur le même modèle dans les années 60. On n'a pas voulu faire du manque de qualité. On a fait des belles écoles, des beaux collèges, des beaux lycées. Bien sûr. Il se trouve aujourd'hui qu'ils sont complètement dépassés en termes de normes. On se rend compte surtout qu'on a trop bétonné, parce que maintenant on en est à revégétaliser les centres-villes. Enfin, moi je connais des villes du sud de la France, dans le Var, où on a enlevé tous les platanes, il n'y a plus une place ombragée. Donc maintenant c'est l'enfer en centre-ville. Sandra Rigol. Et tout ça pour dire que en fait, c'est la force politique qui a la responsabilité de refaire ce qu'elle a défait. Vous avez raison, il y a des villes qui étaient végétalisées, où on a tout retiré, tout minéralisé. On a du bâti qui aurait pu être bien fait, mais on a décidé que ces gens méritaient pas d'avoir un bâti de qualité, et donc on a construit n'importe comment avec du béton quasi brut, j'exagère à peine. Et en fait tout ça, ce sont des décisions politiques qui font qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut abîmer la nature, qu'on peut abîmer la vie des gens, et qu'à la fin, il y a un moment donné où ça craque. On est dans le moment où ça craque, et c'est aux politiques d'avoir la responsabilité de changer les choses. Oui. Alors nous sommes avec Christian qui nous appelle, auditeur au 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour. Vous nous appelez d'Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui. Tout à fait, oui, il fait super bon. Oui. On a eu des bonnes températures, un bon soleil avec du 37, où on a pu bronzer, c'était très 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 agréable. Je voulais revenir vite fait sur si le gouvernement a fait son boulot ou pas. Oui. En fait, le gouvernement, il a fait ce qu'il avait à peu près à faire, il a fait de la communication. Oui. Moi, je voudrais juste revenir à un truc, je vais essayer d'être plus rapide, je sais qu'on n'a pas trop de temps. Non, mais si, on a du temps, Voilà, tant mieux. Voilà. Parce que je voudrais revenir à la dame là, qui est écologiste là chez vous là. Oui, Sandra Rigol. Alors les écolos, ils sont hyper contents en ce moment. Ça surfe un maximum sur la planète, le réchauffement, le machin. Je voudrais juste lui rappeler, j'ai 64 ans, je voudrais juste lui rappeler aux gens quand même que la chaleur, elle date pas d'hier. En 47, on a eu des coups de chaleur, en 57, en 67, en 64, et j'en passe. Ou à Grenoble, par exemple, en 47, il faisait plus de 38 à 40 degrés. Et le réchauffement climatique, je sais pas. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre le réchauffement climatique, en fait. On surfe là-dessus. Vous savez quoi? Aujourd'hui, il fait chaud, on fait avec. Au Sahara, il fait chaud. Au Russie, il fait froid. Moi, je trouve pas qu'il y a un dérèglement climatique. Je pense qu'il y a un coup de poignon du gouvernement pour les voitures et le reste. Parce que vous le voyez comme moi, je vous entends le dire souvent. Excusez-moi. J'entends souvent vous dire, on va pas au profond des choses, mais quand même, pour les voitures, pour les véhicules, qu'on interdit d'aller dans les grandes villes parce que ils polluent. Mais écoutez, moi, il y a pas longtemps, quand j'ai acheté un véhicule, je vais vous dire ça, il y a 3 ans, neuf,
Eh bien, j'ai discuté avec parce que comme tout le monde, on fait attention un petit peu depuis des années et des années. Hein. Moi, je viens d'une région à l'époque qui était de l'Alsace. Où, croyez-moi, il traînait rien par terre au niveau pollution, même pas un morceau de papier. Ouais. Et on parlait du FAP, des particules, des machins. Ouais. En fait, moi, quand j'ai acheté mon diesel, on m'a dit mais non, mais il existe effectivement un peu de particules, mais bon, on a bien réglé le truc. Il y a des lois maintenant, il y a des trucs. Et là, on revient à des choses où on ne fait même pas attention à ça, on sort à fond la caisse sur les règlements climatiques. Pour l'instant, on va attendre un petit peu, parce qu'il va sûrement neiger au mois d'août. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Honnêtement, ça me gonfle. Bon, merci, vous avez bien posé le débat. On va y revenir dans un instant, juste après une petite pause, avec la réponse de Sandra Régol. Et puis, justement, sur toutes les nouvelles applications, les nouvelles applications, oui, pour les voitures, puisqu'il y a encore une nouveauté aujourd'hui. On y reviendra aussi avec le maire de Bures-sur-Yvette qui est avec nous, Jean-François Vigier, et vous pouvez continuer de réagir au 0826 300 300 pour notre débat ce matin sur Sud Radio. Le gouvernement gère-t-il bien la canicule? Restez avec nous, 9h25, c'est le Grand Matin Sud Radio. On nous intéresse. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. L'enquête de la matinée, est-ce que le gouvernement gère bien la canicule? Donc on en débat depuis ce matin 9h15 et on a commencé à mettre en ligne à 7h. Quelles sont les tendances, Véronique? Alors, est-ce que le gouvernement gère bien la canicule? Déjà, c'est toujours non à 64%, avec des commentaires assez critiques vis-à-vis du gouvernement. Stop nous écrit, pour le savoir, il faudrait demander aux aides-soignants, aux infirmiers, aux médecins. Dans les EHPAD, dans certaines chambres d'hôpital, il fait 28 degrés. Ils n'ont même pas un ventilateur. Le gouvernement fait de la com. À l'inverse, Xavier, lui, est positif. Il nous le dit. Oui, le gouvernement gère bien la canicule. Il y a beaucoup de messages de prévention, que ce soit à la télévision, à la radio, mais aussi dans les mairies, dans les communes en règle générale. Alors on a un maire avec nous, Jean-François Vigier, maire UDI de Bures-sur-Yvette, et puis toujours avec nous également Sandra Régol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Jean-François Vigier, vous nous avez dit comment vous étiez organisé là pour que ça se passe bien. Maintenant quand même il y a un fait nouveau, c'est que pour aujourd'hui, puisque les vieux diesel sont interdits dans le Grand Paris, vous avez des artisans qui râlent, qui disent moi je ne peux pas bosser, ras-le-bol de l'écologie punitive. Et je les comprends. Et Sandra Régol répondra justement à Christian qui était en ligne avec nous. Non, moi je les comprends. En fait, ça va trop vite et ça se fait tout seul. On est dans une région, la région Île-de-France. Et il y a des artisans, il y a des professionnels qui utilisent tous les jours leur voiture pour venir à Paris et en première couronne. Moi, je trouve quand même qu'il y a un phénomène isolationniste depuis plusieurs années sur Paris. Alors je peux comprendre que à quelques mois des élections municipales, on veuille relever le pont-levis et ça fait plaisir aux Parisiens de savoir qu'il y aura encore moins de voitures qui pourront rentrer à Paris. Et c'est vrai aussi dans les grandes villes en règle générale. Oui. Mais il y a un phénomène nouveau, c'est que la métropole maintenant a également décidé d'interdire les vignettes 4 et 5 de rentrer en petite couronne depuis aujourd'hui. Et ça, on le fait sans aucune concertation avec la grande couronne. Et il y a plein d'artisans de Bures-sur-Yvette, mais de plein de villes qui viennent travailler en petite couronne et à Paris. Et je trouve que ça va trop vite parce qu'il n'y a pas de mesure de compensation pour leur permettre, si ces gens-là, beaucoup ont des véhicules justement qui ont des critères 4 et 5, comment on les aide à remplacer ces véhicules. Et moi, je note quand même qu'il y a un plan transport aujourd'hui extrêmement ambitieux pour favoriser les déplacements en Île-de-France. Sur l'existant, c'est-à-dire RER, remplacement du matériel roulant, travaux sur les réseaux, et puis le Grand Paris Express qui arrivera dans quelques années. Pourquoi on n'attend pas aussi la mise en œuvre de tous ces plans de transport qui vont nous permettre d'améliorer le transport au quotidien, le transport public, pour dire, ben voilà, à partir de telle date, il faudra qu'il y ait des restrictions. Ça, je pense, ça aurait du sens et ça permettrait à tout le monde de se préparer. Bon, là, vous dites, on va beaucoup trop vite, il y a de la précipitation. Et Sandra Régol, elle dit, non, au contraire, il faut y aller, il faut appliquer en fait le plan. Je dis pas on va trop vite, je dis on va pas assez bien, c'est pas la même chose. Bah oui, mais c'est-à-dire comment on fait? Répondez à Christian ce qu'il disait tout à l'heure, si vous avez envie de répondre en disant oui, mais attendez, vous exagérez en fait en même temps.
j'ai envie de lui dire qu'il y a des moments où on n'a vraiment pas envie d'avoir raison. Et on est exactement dans ce genre de moment. C'est pas faute d'avoir alerté, ça fait 30 ans que les écologistes préviennent que ça va se passer. Il y a déjà eu un été caniculaire l'été dernier. Et je voudrais juste vous dire, Christian, je crois qu'à Anglette, vous êtes un petit peu... Il n'est plus en ligne, hein, Christian, mais il vous entend. Mais il nous écoute. Il vous écoute. À Anglette, on n'était pas dans l'épisode caniculaire le plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait 37 degrés et la nuit, la température tombe. À Paris, dans le reste de la France, et encore en ce moment, quand on parle dans le sud de la France, les températures, la nuit, ne baissent pas. Le corps humain n'est pas fait pour supporter ça. Même dans le désert, la température tombe très bas la nuit. C'est comme ça que le corps se repose. En Inde, il y a eu, il y a quelque temps, un épisode caniculaire. Les oiseaux tombaient des arbres parce que leur corps n'était plus en capacité de tenir. C'est ça la différence entre ce que vous avez connu quand vous étiez plus jeune, Christian, c'est-à-dire des épisodes de chaleur et ce qu'on appelle la canicule. La canicule, c'est un moment où la température ne tombe jamais et où les corps ne sont plus en mesure de réagir. Mais ça, c'est déjà arrivé. Du tout la c'est même déjà chose. arrivé par le passé. Hein, c'est très rare. Il y a eu l'épisode de c'est arrivé en 1911, par exemple. Il y a eu presque 2 mois de canicule en France. Hein. Mais c'était très rare. Là, on a 2 épisodes de canicule très rapprochés. L'été dernier, on avait déjà ça. On a des déficits hydriques dans certaines régions de France. L'eau devient un sujet de combat pour les agriculteurs. Je pense demain ou après-demain, bien sûr, parce qu'il y a une réunion interministérielle aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, c'est un vrai sujet. On n'est plus du tout dans des périodes de chaleur, on est dans une canicule qui s'intensifie. Et si on ne fait rien, ça va s'aggraver. Alors, j'ai pas du tout envie de jouer les Cassandres, j'ai pas envie de dire on avait raison, et encore moins de m'en réjouir. Il ne s'agit pas de surfer là-dessus, c'est pas nous qui surfons dessus, c'est la société qui a intégré le fait qu'il y avait un danger. Et vous disiez, enfin, un de vos auditeurs disait, le gouvernement a très bien travaillé, il y a des messages d'information partout, même dans les médias, même dans les mairies. En fait, c'est pas le gouvernement qui a décidé que les mairies, les médias allaient faire tout ça. Il y a eu une impulsion, certes, mais il y a une société qui, tout ensemble, a compris qu'il fallait faire quelque chose. Et donc les médias ont relayé les bons messages. Et donc les maires se sont emparés des choses. Et c'est au niveau local, justement, que le plus gros travail a été fait pour aider les personnes. Donc... oui, c'est différent. Parce qu'il y a les maires sont en première ligne. Parce qu'il y a de la solidarité au niveau local, c'est vrai. Il y a de la solidarité parce que les maires sont en première ligne et c'est notre boulot de gérer le quotidien et de gérer l'impromptu et une situation de crise. On le fait. Non, mais les maires sont aussi en première ligne parce que je crois que l'enseignement qu'on peut tirer de cette canicule, c'est qu'elle était invivable, particulièrement en milieu urbain quand même. C'était l'enfer. Elle est plus difficile en milieu urbain. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus difficile. Il y a de la solidarité au niveau local, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une solidarité aussi régionale, à l'échelle de la région. Et qu'on ne dise pas, c'est la petite couronne contre le reste de la région. Ça, c'est quand même très important. Oui. Mais comment ça aurait pu se faire autrement ? Parce qu'il faut de la concertation entre tous les territoires. Et il faut que Paris, la petite couronne et la grande couronne se parlent. Et le bon territoire, c'est la région. Oui, ça c'est la région. Ça c'est vrai pour l'Île-de-France, mais après à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, partout on a les mêmes flux de problématique. circulation. Vous avez des gens qui habitent vous avez des artisans qui habitent à 20 km de Bordeaux et qui vont bosser à Bordeaux. Mais évidemment, dans toutes les agglomérations, c'est la même chose. Alors pour l'instant, ils ne sont pas concernés par cette interdiction des critères 5, mais ici en Île-de-France, ça y est, il est probable qu'on va y venir assez vite, un peu partout, quoi, bien sûr. Et que là, alors, ce que vous disiez, Sandra rigole, mais c'est là où il y a des contradictions. C'est-à-dire, on dit, bah oui, il faut quand même accélérer, il faut faire mieux. Sauf que, et vous disiez, oui, mais alors ce sont les plus fragiles, en fait, qui sont touchés. Là, ça va être encore les plus fragiles, ces artisans qui ne peuvent pas changer, en fait, leur petite camionnette, on le comprend, parce que elle est d'avant 2006 et ils en ont besoin, et ils n'ont pas l'argent, d'autant qu'ils tirent souvent la langue pour boucler les fins de mois, quoi. C'est exactement pour ça que l'ensemble de notre système politique, économique, doit changer. Parce que vous avez raison, c'est encore une fois les plus faibles. C'est comme pour les logements. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, à qui on a dit, tenez, allez-y, on a des incitations pour vous, achetez du diesel, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre porte-monnaie, ça va aller super bien, c'est un super investissement. Et qui aujourd'hui se retrouvent en première ligne des personnes qui vont devoir payer à nouveau. Contre le CO2, il y a moins de rejet avec le diesel qu'avec l'essence. En fait, vous avez tellement de particules fines que c'est un problème. Et c'est pas un problème que dans les villes. Je prends souvent le cas de la vallée de l'Arve parce que c'est le plus emblématique. La vallée de l'Arve, vous avez vu, c'est les camions.
Oui, ce sont les camions. Ce sont les camions. Non, mais là, c'est... Sauf que la réalité, c'est que les camions sont un moyen d'agir sans mais il y a de plus en plus de camions sur toutes les routes, immédiatement les conducteurs. Avec l'ouverture en fait des frontières, il y a de plus en plus en fait de camions qui traversent notre pays. C'est quand même assez incroyable, quoi. Sauf que qui circulent le week-end. Moi, j'en ai encore vu ce week-end. Alors que normalement, c'est un week-end de départ. Encore une fois, un choix politique. Vous n'avez pas autant de camions qui circulent partout en Allemagne. L'Allemagne est dans l'Europe. L'Allemagne a des lois qui sont similaires aux nôtres et arrive à agir pourtant pour que les choses changent. En fait, quand on a la volonté politique, on a les moyens d'agir. On dit toujours il n'y a pas d'argent pour aider les personnes à changer de véhicule. Ouais. C'est faux. De l'argent, il y en a. L'Europe n'a jamais été aussi riche. Tout est question de redistribution. Qu'est-ce qui est la priorité? Est-ce que c'est la santé? Aujourd'hui, quand on voit les services des urgences, quand on entend tous les commentaires de vos auditeurs, quand on entend ce que dit Monsieur Pelou, ce n'est pas une priorité et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Ouais. Idem sur la transition des véhicules, idem sur la transition écologique de la société. Oui, alors il y a un message de Razienne Véronique qui s'adresse directement à vous, finalement Jean-François Vigier, vous êtes maire et donc vous allez pouvoir y répondre. Elle dit débétonner point d'interrogation, c'est une plaisanterie avec les nouveaux PLU, plans locaux d'urbanisme. On peut construire aujourd'hui une maison sur 200 mètres carrés de terrain alors qu'il fallait 900 mètres carrés auparavant. C'est vrai qu'on a autorisé, on a libéré, on veut libérer comme ça du foncier et construire un petit peu plus et densifier. C'est pas vrai. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, alors, attendez. Moi, je viens de réviser mon PLU. Alors, on peut monter un étage supérieur sur une maison, ça avant, mais on peut construire, en fait davantage des immeubles sur des petits terrains. Mais en fait, vous pouvez pas dire le contraire. Moi, je le vois en fait tous les jours. Parce que je sais pas où vous habitez. Non, mais c'est en région parisienne comme dans la plupart des villes. Écoutez, nous, on a eu les maires, on a pris un truc en pleine figure. Oui. Ça a été la loi Allure de Madame Duclos. Oui. Ça a été... Duflot, pardon. On a pris ça en pleine figure parce que la loi Allure a supprimé l'Écosse et a permis en fait un événement que nous n'avions pas anticipé pour le coup, c'est le mitage des quartiers pavillonnaires en permettant les logements collectifs d'arriver dans les quartiers pavillonnaires. Ouais. Et du coup, on a passé toute la première partie de notre mandat municipal qui se termine à réviser les PLU pour visser les droits à construire, baisser les droits à construire pour revenir à ce qui se passait avant la loi Allure. Ah oui, alors ça vous l'avez peut-être vu dans votre commune, mais alors il y a beaucoup d'autres communes où c'est pas le cas. Je peux vous dire que autour de moi, les collègues, on a fait tout cet exercice-là entre 2014 et 2017. Ouais. Et on a réduit les droits à construire, on a réduit les hauteurs. Et je peux vous dire que maintenant, j'ai prévenu mes habitants, quand vous allez vouloir, il y en a qui vont avoir des surprises, quand ils vont vouloir agrandir leur pavillon, parce qu'ils seront au bout de leur possibilité. Bien souvent, on détruit des pavillons pour construire en fait aussi des immeubles. Vous savez ce qui se passe là actuellement, je le dis, il y a des promoteurs qui envoient des courriers à 3 voisins qui sont installés les uns à côté des autres pour leur proposer d'acheter leur terrain à prix fort pour faire du logement collectif. Moi, j'ai décidé, je publie les lettres dans le bulletin municipal systématiquement. Ah oui. Quand on pose la question, le gouvernement gère-t-il bien la canicule? Il communique aujourd'hui sur la gestion de l'eau, puisqu'il y a 25 départements qui sont déjà en pénurie d'eau et que dans les 50 prochaines années, on dit qu'on risque de manquer d'eau à hauteur de 40%, ce qui est quand même énorme. Vous avez pris connaissance, Sandra Régold, de ce plan de gestion de l'eau du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a notamment la débétonisation des rives, des grands fleuves en amont des grandes villes, c'est-à-dire rendre aux zones humides leur droit d'être de vraies zones humides, ça c'est pas mal quand même. Et puis il y a le recyclage des eaux usées où là on est très très en retard par exemple par rapport à l'Italie. Alors est-ce que vous dites qu'on est encore dans les bonnes intentions ou on va vraiment arriver à quelque chose? Ça c'est important, ça concerne tout le monde. Ce sont de très bonnes intentions. Mais après, moi, vous savez, les jolis discours puis les actes, on est un peu rodés en ce moment avec ce gouvernement. Donc, par exemple, ils veulent restaurer les zones humides, etc. C'est très bien. Mais par exemple, il y a des zones qui fonctionnent comme des tampons, comme les zones humides, qui sont les littoraux. Bon, mais il n'y a pas longtemps, la loi Elan, celle qui a réinventé le fil à couper le beurre moins bien de la loi Allure sur les loyers, vous savez, celle qui devait plafonner les loyers, donner des garanties aux propriétaires, tout ça. Bref, cette loi Elan, elle a instauré le droit à construire
sur le littoral français, vous savez, face à la mer, face à l'océan, là où c'était interdit jusqu'à présent. Fort heureusement, grâce à une grosse mobilisation, notamment des écologistes et de Jean-Laurent Félidia, qui a lancé une pétition qui a fait 400 000 signatures, ça n'a pas pu être fait. Mais quelle confiance vous voulez donner au mot d'un gouvernement qui vous dit il faut restaurer les zones humides parce que c'est une priorité, et qui, il y a 6 mois à peine, proposé de se remettre à bétonner le littoral français. C'est impossible d'avoir confiance en des personnes qui disent des choses et qui actent l'inverse. Et je vais juste ajouter une dernière chose. L'autre grand filtre, ce sont les forêts françaises. Les forêts françaises, c'est un trésor. Aujourd'hui, elles sont en train de mourir. Quand vous vous baladez en forêt, vous n'entendez plus les insectes, vous n'entendez plus les oiseaux. L'ensemble de la biodiversité se meurt. À la place, on replante souvent des arbres qui sont rentables. Eh bien, le même gouvernement qui nous donne des leçons sur comment est-ce qu'on devrait filtrer mieux est en train de détruire l'ONF et de transformer cet organisme de protection des forêts en un organisme de rentabilisation de la vente du bois des forêts. Oui, on coupe et on découpe, effectivement. Moi, mais bon. Je voudrais juste dire à ma collègue Sandra Rigol. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'elle a dit. Je pense que les milieux humides, moi je ne veux pas faire de procès d'intention à l'État, mais s'il veut préserver les zones humides, c'est devenu indispensable aujourd'hui. Et pourquoi c'est indispensable ? Parce que nous, on fait des zones humides en fait sur nos territoires. Nos syndicats qui gèrent les questions d'eau, on fait des zones humides parce que maintenant, faire des bassins de retenue, faire des bassins enterrés, ça devient très très cher et on priorise les zones humides. Donc si l'État peut nous aider à réhabiliter les zones humides, pour nous, c'est très important. Et vous voyez qu'on réinvente encore le fil à couper le beurre. Mais on revient à ce qui se faisait dans le bon vieux temps, en respectant la nature. Pire que ça, on réinvente artificiellement ce que la nature avait mis à notre disposition et ça coûte très cher à l'ensemble de la collectivité. Il y a un moment où il faut protéger ce qui existe, restaurer, réensauvager des parties pour que la nature reprenne ses droits et que nous en bénéficions aussi à la fois au niveau santé, au niveau climat et financièrement. Parce que ce qu'apporte la nature, c'est aussi de la monnaie sonnante et trébuchante que nous ne dépensons pas. Oui, et puis il y a toute la difficulté évidemment avec le transport en fait de marchandises, l'importation et l'arrivée par exemple du moustique tigre. C'est ce que nous disait Patrick Pelloux tout à l'heure, qui est un vrai phénomène très inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que sinon, on va tout de suite penser en fait au traitement chimique pour essayer de s'en débarrasser. Mais alors là, c'est alors il y a divers types de dispositifs de prévention qui existent et qui ne sont pas tous chimiques. Après, c'est une question de salubrité publique, d'arriver à lutter contre ce type de moustique. Bon, moi, je suis un apo à moustiques, donc je me sens très concernée par votre question. Et dans certaines régions, en fait, du Sud, notamment, mais notamment chez moi, qui est pas très loin de la Camargue. C'est une catastrophe. Mais donc, il y a des dispositifs. Alors là, techniquement, je ne les ai pas en tête, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais entre les ultrasons, les plantes qui sont repousses de ces espèces, il y a tout ça. Après, moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est que quand ça se passait dans des pays africains, en fait, le moustique tigre n'était pas un souci. Maintenant que ça arrive chez nous, c'est un souci de santé publique. Encore une fois, si on avait agi en amont en se disant il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes dont la santé est mise en danger et on a les moyens d'aider puisqu'on a une aide au développement, peut-être qu'on n'en serait pas aujourd'hui à dire oui, attention, il arrive chez nous. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On termine à combien ? Ça a un petit peu bougé. Oui, c'est un petit peu bougé. 63% de non pour dire que le gouvernement gère bien ou pas la canicule. Voilà. Merci Sandra Rigol, Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette, et puis donc Sandra Rigol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Patrick Pelloux qui était avec nous juste avant. Dans un instant, Vincent Ferniaud va venir. Il va passer à table. Oui, bien sûr, puisque de 10h... On va le passer à la moulinette. Oui, absolument. 10h à midi sur les routes de l'été. Premier rendez-vous. Tout l'été, il sera avec vous, il vous accompagnera et il va vous faire découvrir des choses. Mais alors, des choses, mais parfois assez surprenantes. Parce que, il a intérêt, parce que moi, je vais être derrière lui. Il va parler du yoga. Vincent Ferniud. Il va parler du yoga. Il nous dit non. Il nous dit non. Il va faire étape aussi dans le Roussillon. Ce matin, c'est la première étape, dans le Roussillon. Restez avec nous. Il est 9h45. C'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h.